Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, des cartes pour raconter l'information du monde. Elle dit, je crois que c'est sans conteste une de nos originalités, faire des cartes comme on ferait un reportage, faire des cartes qui racontent une histoire. Avec nous, aujourd'hui, la journaliste cartographe Delphine Papin. Elle dirige le service infographie, cartographie du quotidien Le Monde. Service récompensé cette semaine pour 2 de ses projets par le prix Mal-au-Fiège. On va y revenir. Co-auteur précédemment avec Bruno Tertrais, de l'Atlas des frontières, paru aux arènes en 2016 et dont une nouvelle édition augmentée vient de paraître sur les frontières contemporaines, celles qui nous rattachent ou nous séparent aujourd'hui. Des cartes, tout un art. Bonjour Delphine Papin. Bonjour. Et bravo pour ce double prix. Merci. 2 projets donc consacrés par le prix Mal-au-Fiège. Une mer de gaz dans l'est de la Méditerranée. Ça, c'est la première carte qui a été récompensée. Et puis l'État, entre guillemets, l'État palestinien, selon Donald Trump, dans une deuxième catégorie. Si on prend cette deuxième catégorie, celle dite breaking news, c'est-à-dire que vous aviez peu de temps pour réaliser cette carte qui est parue dans Le Monde en février 2020, l'État palestinien selon le plan Trump. Quelle histoire raconte cette carte-là ? Alors l'idée de cette carte, c'était d'abord de déconstruire celle que présentait au monde Donald Trump, à savoir une carte où tout serait simple, où finalement c'était pas si difficile que ça de faire la paix dans ce Proche-Orient. Voilà, parce qu'il proposait une nouvelle partition du territoire. Voilà, il proposait une nouvelle partition où il y avait un jeu de couleurs qui était proposé dans sa présentation, où tout était très schématique et on ne voyait pas en fait la difficulté à la fois de l'enclavement des territoires palestiniens et à la fois la grande question de la circulation. Donc ça, c'était sa présentation cartographique faisait que les effets étaient gommés. Donc, alors il y a carte et en dessous, en bas, il y a un bandeau, un schéma qui raconte presque une autre histoire, ou la même histoire, mais avec une autre forme de récit. Exactement, on a repris mot pour mot ce qui était décrit dans ce projet et on a raconté que ce qu'il décrivait, mais que quand c'est dit en mots, des fois, on ne se rend pas bien compte. Et donc, on a fait le choix de faire un schéma où on montre la circulation, à savoir une circulation où vous avez à la fois des ponts et des ponts pour les Israéliens, des tunnels pour les Palestiniens ou vice-versa, et pour faire en sorte que finalement, les gens ne se croisent pas. Et ça, dans le discours, dans l'écrit, on ne le voyait pas forcément. Et le schéma devait apporter cet éclairage-là. Voilà, comment circuler sans se croiser dans ces territoires imbriqués ? En fait, pour vous, est-ce que vous diriez qu'une bonne carte, Delphine Papin, est une carte qui interroge ? Alors, en général, c'est même ça qui fait... c'est même un espèce ça peut être un point de départ même d'une discussion au sein du journal. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on montre au lecteur, puis il y a des cartes qu'on ne montrera pas au lecteur parce qu'elles servent aussi à penser pour partir en reportage. Donc, effectivement, une carte, ça interroge. Il y a, je dirais, deux choses qu'il faut pour faire une carte. Il faut à la fois donner envie de la lire, c'est-à-dire que l'esthétisme est très important. Et puis, il faut aussi avoir une donnée, un choix de données, une sélection qui va faire qu'on donne une information. Donc, il faut toujours répondre à ces deux dimensions-là qui sont très importantes, à savoir à la fois le plaisir de découvrir une carte et puis l'information. Et les deux font qu'à un moment donné, vous regardez la carte et vous vous posez des questions. Alors, on essaie des fois d'y répondre et puis des fois, notre rôle n'est pas d'y répondre. C'est juste d'interroger et puis chacun fait son chemin. Et vous compariez le fait de faire des cartes au reportage que les journalistes, les grands reporters de la rédaction peuvent réaliser. C'est-à-dire que quand vous faites une carte, vous partez comme eux avec une idée, voire avec un angle quand vous la réalisez. Oui, absolument. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs des angles que des fois on détermine avec les gens de terrain. C'est-à-dire que quand vous avez un grand reporter qui part en Syrie, on dialogue avec lui pour savoir, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut raconter de ce territoire-là. Puisque sur des territoires où vous avez des conflits qui sont mouvants, on va faire un angle sur la Syrie une semaine, et puis on va en faire un second une autre semaine. On va changer d'échelle. Peut-être qu'à un moment donné, c'est un territoire à la frontière turco-syrienne qui est intéressant, et puis 2 jours après, c'est Damas qu'il faut raconter. Donc ça, c'est des choses qui sont discutées. Nous, on arrive avec nos envies, et puis il y a ceux qui sont sur le terrain qui peuvent nous dire
c'est là qu'il faut appuyer. C'est Voilà. là qu'on peut comprendre les choses. C'est ça la question qu'on se pose, c'est comment vous les réalisez ces cartes? Est-ce que c'est uniquement à partir de projections ou aussi d'études de terrain? Est-ce que vous connaissez tous les terrains que vous cartographiez? On peut se poser cette question pour l'État palestinien selon le plan de Trump. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça sert d'avoir quand même la réalité du terrain en tête, ces images-là? On peut se poser la question pour l'autre carte primée, celle de cette mer de gaz dans l'est de la Méditerranée, où il s'agissait pour vous de montrer comment des gisements découverts depuis une dizaine d'années dans cette zone où les frontières restent très controversées, disputées aussi, comment ces gisements alimentaient les contentieux, hein. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cartographe n'est pas forcément un grand voyageur. Par contre, c'est vrai que quand moi j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, par exemple, je maîtrise très bien le territoire parce que je l'ai tellement cartographié que tout me parle. Mais les cartographes ne sont pas forcément des gens qui vont sur le terrain. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises de partir avec le reporter et de cartographier en direct. Mais comme on est à des échelles qui sont supérieures, par exemple, comme vous venez de le dire, sur la Méditerranée orientale, finalement, ce qu'on donne à voir, c'est plus une vue globale. Le changement d'échelle nous permettant d'approfondir, mais souvent c'est à l'occasion d'une discussion, d'enjeux, et on a une vision, on donne à voir une vision plus globale que peut-être le reportage de terrain. Et en général, on se recoupe. Voilà. Ouais. Exactement. Ces idées-là. Je vais vous faire écouter une voix reconnaissable entre toutes pour la cartographe que vous êtes et aussi pour les téléspectateurs. D'abord, il faut savoir qu'on choisit les thèmes qu'on exprime dans le livre, pas en fonction du fait qu'ils vont pouvoir être exprimés en carte. De toute façon, ce sont des choix politiques, ce sont des arbitrages. Mais une fois que ces choix sont faits, on essaye de les traduire en carte. Et donc, à ce moment-là, c'est nous qui les faisons. Et donc, on débouche sur des cartes plus ou moins fines, plus ou moins belles, plus ou moins bonnes, plus ou moins expressives. Mais de toute façon, les cartes, on les commente. Et on essaye de faire en sorte que les cartes soient des textes. C'est-à-dire que ce soit des articles en tant que tels et que les gens passent du temps dessus, hein. Et donc, les cartes, dans l'ensemble, elles sont belles, pas seulement dans ce livre, bien sûr. Elles sont de très bons outils pédagogiques et ce sont souvent des outils d'aide à la décision. Et on essaye d'aider les gens à raisonner à plusieurs échelles, hein. L'échelle du village, l'échelle de la région, l'échelle nationale, l'échelle européenne, l'échelle mondiale. Ça permet de comprendre les flux de la mondialisation. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà, ça c'est Jean-Christophe Victor, le créateur de l'émission Le Dessous des cartes, à laquelle vous avez collaboré, hein, Oui, tout à fait. Delphine C'était Papin. mon premier patron. Et qui a réussi à rendre télégénique Oui. l'exercice des cartes, hein. Et plus que ça, puisqu'à travers toutes ces cartes, il nous racontait des histoires de politique et de géopolitique, la manière dont ce monde se composait. Et avec lui, on voit comment une carte est importante et permet de raconter aussi l'information. Le service infographie-cartographie au journal Le Monde où vous travaillez aujourd'hui, il a aussi une histoire. C'est un service important, hein, d'ailleurs, fourni en personnel, et les cartes dans le journal ont vraiment leur place, presque autant ou plus que la photo même. Alors en fait, je crois qu'effectivement, on a une chance incroyable parce que d'abord les cartes ont toujours existé. C'est-à-dire que si vous prenez même le premier numéro du journal Le Monde, vous aviez une petite carte du Vercors en une, du plateau du Vercors en une, et donc c'est quelque chose qui est historique. C'est aussi, je pense, le fait que on est un journal du soir et que donc quand on fait, par exemple, quand on a les élections, on est le seul journal à avoir les élections au complet. C'est-à-dire qu'on travaille pendant toute la nuit et on imprime le journal dans la matinée. Et donc, il arrive l'après-midi. Et contrairement à d'autres journaux, on a cette possibilité de donner à voir ce cahier résultat qui est toujours assez exceptionnel. Voilà, c'est 28 pages de cahier résultat. Là, pour cette élection, par exemple... qu'on a eu sur les régionales et les départementales. Et donc, il y a cette histoire de cartographie électorale très forte et très ancienne. Et puis, je dirais qu'on a eu aussi... c'est un véritable choix. Ça coûte très cher d'avoir un service infographie. On est environ 15 dans le service à produire soit des infographies, soit des cartographies, et soit des cartes. Et donner de la place, donner du temps,
c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a des rédactions qui font plus ce choix-là ou qui n'ont pas la possibilité financière de le faire. Et donc, nous, on a une grande chance de pouvoir le faire. Il a raison, Jean-Christophe Victor, quand il dit qu'il y a quand même une manière particulière de penser, de voir le monde avec les cartes. Alors, moi, ce que j'ai relevé, c'était son sens de la pédagogie. Et ça, je trouve que c'est tellement important. C'est vraiment aussi le lecteur, quand il ouvre les cartes du monde. Alors, on a de la chance, c'est des grands formats en plus. On espère qu'on a des lecteurs qui rentrent soit par la carte, soit par le titre, soit par la légende. C'est pas comme un texte. Quand vous arrivez sur une carte, on ne sait pas par quoi va commencer le lecteur. Donc, il faut qu'on soit à la fois qu'on le rassure, qu'on l'emmène, qu'on l'accompagne. Et donc, c'est une découverte. Et on essaie d'être pédagogue dans cette découverte. On essaie toujours de donner des éléments qui vont permettre de comprendre. Donc ça, ce que raconte Jean-Christophe Victor, c'est essentiel aussi pour des cartes imprimées, comme les cartes qu'il lui faisait dans ses émissions. C'est un éclairage, en fait. Quand il y a des zones d'ombre, la carte éclaire réellement. Et là, il y a aussi la pédagogie de l'exercice. La carte, c'est un outil précieux de compréhension, vous l'évoquiez à l'instant, des élections. Dimanche dernier, vous étiez... de garde, non, on ne dit pas comme pour les médecins, mais vous étiez au front. Voilà, absolument. On était une équipe de 7 personnes pendant la nuit et on a très peu de temps. C'est une machine très bien huilée. Où on a les résultats qui nous arrivent du ministère de l'Intérieur, qui sont traités, réétiquetés aussi par nous, et on a entre 3h et 9h du matin pour pouvoir produire l'ensemble du cahier résultat. Donc, et du coup, les cartes des résultats, elles évoluent très vite, on imagine, au fil des dépouillements, des résultats qui tombent ou vous parviennent à partir du ministère de l'Intérieur qui concentre les premiers résultats, d'abord les premières tendances, puis les résultats. Ouais. Alors en fait, ce que par exemple vous allez avoir comme carte dans une émission de télé à 20h, ça va être le résultat d'un scrutin général ou des sondages de sortie d'urne. Nous, on attend effectivement que l'image soit la plus fidèle possible. Voilà, l'image soit la plus fidèle possible. Donc on attend que tout soit bouclé. Et donc c'est notre inquiétude à chaque élection. Est-ce qu'on va avoir ces résultats à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin, ce qui fait que ça nous réduit le temps à la fois technique pour absorber la possibilité d'avoir une difficulté sur une carte ou pas. Et là, la prouesse qu'on a, entre guillemets, qu'on a faite pour ce cahier résultat, c'était de donner l'image politique à l'échelle du canton. Donc chacun peut retrouver son canton, la maison de ses grands-parents, dans une échelle extrêmement fine qui n'était pas l'image que vous avez peut-être eue à 20h où on donnait, où les chaînes de télé donnaient l'image de la géographie à l'échelle régionale et non pas à l'échelle très très fine cantonale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que c'est un mois de travail pour redessiner à la main les cantons, etc., pour que ça puisse arriver et sortir dès le lendemain matin. Alors on a cette carte-là, par exemple, qui fait la une de ce cahier spécial régional et départemental du premier tour, un premier tour qui profite aux sortants. C'est ce que raconte, en tout cas c'est le titre de cette carte-là, très bleue, très rose. Comment on la lit, cette carte ? Alors là, ce qui était important, c'était de montrer que avec dans ces chaque éoliennes région, un peu. Voilà. Ouais. Alors nous, on appelle ça les pétales, les feuillages des pétales, en se disant quelles sont les parties qui vont perdre une pétale ou pas. Mais ça, c'est dans notre jargon à nous. Donc, alors, il y a le pétale rose, on imagine, pour le PS, pour les socialistes, le pétale vert, le pétale jaune, le bleu et le marron qu'on a choisi. Chacun aura compris le code couleur de ces... Oui, parce que vous avez raison de dire qu'il faut que chacun comprenne le code couleur, c'est-à-dire qu'il faut qu'une carte soit efficace, que d'un point de vue, d'un coup d'œil, vous puissiez voir... quelles sont les tendances dans cette région et sur l'ensemble de l'Hexagone. Ouais. Et en même temps, vous avez... c'est-à-dire que vous la voyez en 2 temps, cette carte-là. Vous voyez les régions roses et les régions bleues qui dominent. Et puis, vous avez toutes ces pétales qui montrent que, attention, c'est pas tout à fait ça qui va se passer au second tour, puisqu'il va y avoir des alliances, il va y avoir des pétales qui vont se regrouper. Et donc, il y a 2 lectures, une lecture directe et puis une lecture un peu plus fine. Et alors, on voit, par exemple, assez rapidement, au premier coup
coup d'œil qu'en Guadeloupe, du côté de l'outre-mer, des territoires. Là, en Guadeloupe, La République En Marche a fait un très très bon score, avec un gros pétale jaune. On peut voir aussi au premier coup d'œil qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les Républicains qui ont ce pétale bleu extrêmement rond et fort par rapport aux autres dans cette région-là. Et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir cette première lecture rapide que vous donnez à travers ces cartes. Alors, il y a d'autres cartes qui sont parues depuis, et notamment la fameuse carte de l'abstention qui est sortie. Cette France, celle de cette France majoritaire, 3/4 de l'Hexagone qui n'a pas voté, c'est un chiffre qui est quand même déterminant et très parlant pour cette élection-là. Cette carte-là, elle sort dans l'édition de lundi. Du lendemain. Voilà. Du lendemain. Voilà. C'est la première à être parue. Cette démocratie de l'abstention, comme la nomme Céline Bracodier, qui était notre invitée lundi dernier, elle est importante à illustrer. Vous avez cherché à la rendre parlante. Comment ? Par la carte. Alors, elle était importante parce que un petit peu à l'image de ce qu'on avait produit sur la une, où on mettait dans le camembert non pas simplement le résultat des partis, mais on prenait en compte l'abstention dans ce camembert-là, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, donnant l'image que presque l'abstention est un parti, en fait. Voilà. Et donc, il fallait rendre compte aussi de cette géographie. Et puis, on est après cette période Covid, on est quand même dans une grande interrogation. Est-ce que c'est les mêmes qui ne votaient pas il y a quelques années ? Et donc, on voit apparaître sur les territoires de l'abstention des nouveaux territoires qu'on ne percevait pas avant. Donc, en faisant le choix de faire l'abstention non pas à l'échelle des départements, ce qui est une carte rapide à faire, facile, on le fait à l'échelle des communes. Et là, ça donne à voir une carte extrêmement fine et avec des surprises aussi. Et avec des surprises, le fait que, par exemple, l'Ouest s'abstienne beaucoup, ou l'Alsace s'abstienne beaucoup, c'est pas habituel. Alors après, j'ai pas les réponses, je sais pas comment l'interpréter, c'est pas mon rôle de le faire, mais ça peut interroger sur des territoires qui n'ont pas eu des comportements qu'on leur connaissait habituellement. Donc c'est intéressant d'aller à l'échelle très très fine. Parce que la carte, c'est à la fois le territoire, mais c'est aussi les frontières. Et les frontières, elles ne sont pas que géopolitiques, internationales, elles sont aussi nationales. Ces frontières invisibles, vous cherchez aussi à les révéler à travers vos cartes, les frontières sociales, économiques, les frontières de genre, d'identité aussi. Vous avez cherché à les reproduire, ou vous cherchez sur des cartes à les raconter, ces frontières invisibles ? Alors, sur une carte qui est un lendemain d'élection, je dirais qu'on est là pour donner à voir et sans doute que cette carte-là, on va la réétudier avec les rédacteurs, en particulier les rédacteurs du service politique. Et sans doute que ces cartes vont nous donner envie d'aller regarder un peu plus finement, peut-être de lancer des reportages. C'est aussi ça qui est intéressant dans la cartographie, c'est de se dire mais pourquoi ce territoire tout d'un coup s'abstient beaucoup plus, ou pourquoi ce territoire ne s'abstient pas, alors qu'on n'est peut-être pas dans un lieu où les personnes sont plus âgées, comme on a pu le comprendre à l'issue des sondages, par exemple, de sortie du Land. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que là, on donne à voir, et sans doute qu'on va descendre sur des territoires plus fins pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mais là, très honnêtement, ce qui est intéressant avec ces cartes-là, à l'échelle cantonale ou à l'échelle des communes, c'est qu'on a une géographie, une mosaïque qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire que là, on est un peu dans une sorte de brouillard sur comment on doit interpréter les choses. Que ce soit sur la carte de l'échelle des cantons qui fait apparaître un certain nombre une géographie qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire avant, on avait une France qui était à la fois une France qui était rose et bleue, et puis en 2021, on a une France qui est multicolore. Donc on sent bien qu'on est en train de se chercher dans cette démocratie, mais qu'en même temps,
ce que je produis comme carte là sur la carte de 2021 et ce que l'équipe produit comme carte, c'est une carte avec 66% d'abstention. Et ça, le code couleur de l'abstention, sur ce premier graphisme qui était paru, la France indifférente, c'était le blanc qui avait été retenu, puisqu'on parle de ces codes couleurs qui apparaissent bien sur ces cartes, sur cette carte multicolore, où le bleu et le rose étaient les deux couleurs traditionnelles, et où là, on voit bien que d'autres couleurs sont apparues, notamment le jaune, entre autres. Et donc, ça va être une des grandes surprises ou attentes aussi de ce deuxième tour. Vous serez là encore sur le pont, on imagine, dimanche prochain. Et ce sera intéressant de comparer à la sortie de ce deuxième tour de scrutin, cette carte-là, précisément, celle dont vous nous parlez, avec celle des cantons, avec la carte du deuxième tour. Oui, alors avec toujours... alors, il faudra voir ce que donne l'abstention aussi, parce que c'est pas évident si vous avez une abstention forte de vraiment dessiner un territoire. C'est-à-dire que aussi c'est la difficulté de la carte, c'est-à-dire qu'elle est sans nuance la carte. Mais sauf qu'en fait derrière il y a aussi des nuances qu'il faut apporter, c'est-à-dire ça peut être un changement d'étiquette, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a 2-3 cantons qui apparaissent en orange ou en jaune, comme nous on a décidé de faire le choix pour LRM de les mettre en jaune. Des fois, c'est simplement un changement d'étiquette. Donc, il faut faire attention. On n'a pas toujours cette nuance-là, mais il faut aller s'interroger derrière. Voilà, la carte, vous l'évoquiez, elle signale aussi. Elle interroge sur certains points qui se détachent, certaines zones. Et elle vous dit, et elle nous dit, ce qu'il faut peut-être surveiller, regarder, suivre de près dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Ça vaut bien sûr pour le lecteur du journal Le Monde, pour lequel vous travaillez, Delphine Papin, mais ça vaut aussi, on l'imagine, que vos cartes sont précieuses, celles des instituts de sondage et celles que la presse fournit pour les partis politiques qui sont en campagne dans ces scrutins, cette élection régionale en l'espèce dont on aura le deuxième tour dimanche prochain. Alors il y a quand même un thème important qu'il faut qu'on aborde rapidement parce que l'émission est un peu plus courte aujourd'hui, car comme un jeudi sur deux, dans quelques minutes vous retrouvez le rendez-vous de la médiatrice, c'est celui du numérique. Qu'est-ce que le numérique a fait à la carte ? Je vous propose d'écouter les mots de Mathieu Nouchet, il est géographe chargé de recherche au CNRS à Bordeaux. La personnalisation cartographique se fait parfois de façon subreptice et de façon totalement involontaire. C'est-à-dire qu'on peut, Google par exemple, personnalise nos cartes à partir des traces numériques qu'on va laisser derrière nous. Et c'est pas moi qui consulte la carte qui veut forcément de façon volontaire avoir une carte personnalisée. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, il y a un enjeu pour déconstruire tous ces dispositifs cartographiques qui s'imposent à nous et qui nous montrent des choses qui paraissent évidentes et qui sont loin de l'être. Les cartes dont on a parlé jusque-là, c'était aussi des espaces publics communs de dialogue, c'était des supports sur lesquels différentes personnes, différents acteurs pouvaient discuter, parler d'un territoire. Or aujourd'hui, avec le numérique, certaines cartes nous enferment dans des bulles algorithmiques. Donc on va nous personnaliser les cartes qu'on va nous afficher à l'écran et ça pose tout un tas de questions pour les géographes. Voilà, comment le numérique a changé aussi la donne au monde où vous travaillez, Delphine Papin ? Ça nous oblige à penser les cartes différemment. D'abord parce que quand vous êtes sur une carte papier, vous pouvez assumer de faire plusieurs couches pour donner une information. Moi, c'est toujours ce qui me passionne, c'est-à-dire que c'est le croisement de la donnée qui crée la nouvelle information. Sur le numérique, quand vous montrez des cartes dans un format web, la superposition n'est pas évidente. Donc, il faut penser les choses différemment pour montrer que quand même, vous avez des territoires qui sont complexes et qu'on ne doit pas les rendre simples en mettant les cartes les unes après les autres. Voilà. Après, les traces numériques, c'est que ça nous a donné beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de capacités pour comprendre comment les gens circulent. Mais avec quand même peut-être ce danger évoqué par Mathieu Nouchet de se laisser enfermer dans une bulle algorithmique. Alors, très honnêtement, je peux le comprendre auprès de gens qui sont informaticiens ou statisticiens. Chez nous, c'est tellement pas notre culture parce qu'il y a une très large partie du service qui est géographe. Et donc, on peut pas se laisser enfermer là-dedans parce que la géographie, c'est des hommes et du territoire et ça peut pas être tout simplement une algorithme.
Delphine Papin, il nous reste 1 minute. Alors, dans votre Atlas des frontières, dont la nouvelle édition vient de paraître avec Bruno Tertré, vous l'avez pensé et imaginé, il y a des définitions des frontières. La frontière, ça a été quand même vraiment un des mots de l'année, avec le retour des frontières dû à la crise pandémique. Donald Trump a sa définition. Si vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas de pays. Régis Debray a aussi ses définitions. Ou encore Victor Hugo. Quelle est la vôtre, ou celle que vous pourriez reprendre à votre compte, votre définition de la frontière? Oh là là, c'est difficile ce que vous me demandez. Écoutez, ce que nous, on a analysé en tout cas à travers ce livre, c'est qu'effectivement, on avait un retour de la frontière, que même si tout le monde voudrait que les frontières disparaissent, qu'elles représentent aussi un espace de décision. Et on l'a vu avec le Covid, l'espace de décision a été d'abord a été d'abord la fermeture des frontières, c'est-à-dire que nationale. Et si on a eu sur la question des vaccins une réponse européenne, n'empêche que toutes les décisions se sont faites à un moment donné. Tout le monde est retourné dans son précaré et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a fait la carte sur le Grand Est, on s'apercevait que le Grand Est était une région qui était au cœur de l'Europe et tout d'un coup, là, depuis le Covid, c'était une région qui était un bout de France parce que et la France et l'Allemagne fermaient ses frontières. Voilà. Les frontières, on s'en fout. Ça, c'est un slogan de mai 68 que vous reproduisez aussi dans ce livre. Merci beaucoup à vous, Delphine Papin, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette cartographie du monde et des élections avec ce deuxième tour des régionales départementales, donc de ce dimanche. Merci beaucoup. Merci. France Culture, il est 13h22.